structure de la société française, l'un des éléments exemplaires de cette mutation profonde de la société française, et puis il commence à solidifier une partie des structures de l'administration, la partie, disons, patrimoniale. Puis surtout, ce décret un peu chétif donne à penser, parce qu'il va susciter des raisonnements nouveaux, des formes nouvelles, dont certaines seront abandonnées, que l'on voit réapparaître. Mais c'est je dirais, un texte d'acculturation des juridictions administratives, plus les juridictions administratives d'ailleurs que la doctrine, à la modernité. Alors, je vais donc d'abord m'intéresser à la première question, c'est-à-dire en quoi ce texte traduit une mutation profonde des structures administratives. Alors, là, c'est pourquoi j'intitulerai, parce qu'il faut bien faire des parties, ma première partie, des biens nationaux au patrimoine des personnes publiques. Il y a autour de cette table, et j'en suis certain dans cette salle, beaucoup de personnes qui regrettent qu'il n'y ait pas un travail de synthèse qui fasse le bilan juridique de l'opération de confiscation et de redistribution des biens nationaux, un bilan juridique qui serait valable aussi bien pour le droit privé que pour le droit public. Alors vous le savez, même la confiscation puis la redistribution des biens nationaux a occasionné une circulation intense des biens immobiliers dans ce pays et est à l'origine de la redistribution des fortunes privées, ce qui n'a pas été peut-être assez vu jusqu'à maintenant, c'est que cette circulation des biens, elle a profité également aux personnes publiques et aux services publics. Il n'est pas exagéré de dire que ce décret du 9 novembre 1811 est l'une des pièces maîtresses de la circulation des biens publics. Je regrette que tous les grands spécialistes de cette question moderne n'aillent pas un peu en deçà. Ce décret du 9 avril 1811, j'en ai senti et compris l'importance en lisant le traité de Macquarel et Boulatinier, le traité de la fortune publique sur lequel j'aurai à parler dans peu de temps dans une autre enceinte. C'est un texte si important et si énigmatique que Macquarel et Boulatinier, qui sont pourtant des publicistes chevronnés du Conseil d'État, pour le comprendre, expliquent qu'ils ont dû recourir aux archives du Conseil d'État, aujourd'hui brûlées, mais ils nous font heureusement part de leur découverte. Donc, ils écrivaient en 1838, donc époque à laquelle
l'application de ce texte était tout à fait importante, vous le verrez, et qu'il n'arrivait pas à situer dans la production législative et réglementaire de l'époque. Alors, je suis, pour une partie, et pour cette courte partie, assez dépendant de Maccarel et Boulatinier, qui, évidemment, étaient plus à même de comprendre ce qui allait se passer. Tout commence, mesdames, messieurs, vers les années 1790, alors je vous ferai grâce des détails, parce que il y a une foule de législation et de réglementation qui met les dépenses locales, comme on disait, de logement des nouvelles administrations, à la charge ce que l'on pourrait appeler les collectivités locales. Et une loi du 16 octobre 1790 et 30 janvier 1791 va régler d'une complexité épouvantable les contributions notamment à l'entretien des logements de ces nouvelles administrations. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'essentiel des immeubles sont constitués par des biens nationaux confisqués, le plus souvent d'ailleurs, au clergé plutôt qu'aux émigrés. Donc, ce texte est suivi d'un nombre de textes absolument invraisemblables, qui sont manifestement non appliqués, mais, nous disent Maccarel et Boulatinier, tout ça se passe dans une certaine paix, une certaine entente. Seulement, les choses changent avec, et qui l'aurait deviné, il faut bien avoir des informateurs pour le comprendre, tout change avec la loi du 24 avril 1806, qui est dans toutes les mémoires, qui remet les domaines nationaux invendus à la caisse d'amortissement de la dette publique. Et là, tout change parce que, vous le savez, la confiscation des biens nationaux s'accompagnait de l'idée que ces biens ne pouvaient pas être exploités, au moins en régie par les collectivités publiques, afin de précipiter leur redistribution auprès des particuliers. Or là, cette loi du 24 avril 1806 est complétée par un décret de 1809 qui prévoit que ces biens cessent de faire partie du domaine national pour donc faire partie de la dotation de la caisse d'amortissement, et donc la caisse d'amortissement va, comme on dit de nos jours, valoriser les biens. Valoriser les biens, ce qui signifie que elle aura pour empressement, et c'est bien normal, parce que le service de la dette, de faire en sorte que ces biens ne deviennent plus improductifs. Or,
elle s'aperçoit, enfin plus exactement le conseiller d'État dirigeant la caisse d'amortissement, s'aperçoit d'une invraisemblable inégalité, notamment dans la gestion des bâtiments, notamment entre ceux qui ont été déjà acquis par les communes, et puis ceux qui sont occupés par des administrations dont l'entretien pesait sur les collectivités locales. Et la caisse d'amortissement dit il va falloir payer des loyers. Il va falloir faire payer des loyers. Les faire payer à qui? C'était une difficulté majeure, parce que on ne savait plus trop. L'idée était de les faire payer aux collectivités locales, mais qui n'en étaient pas, qui pour la plupart n'en étaient pas propriétaires. Le Conseil d'État est saisi en 1810 de cette grave question, et le ministre des Finances de l'époque, qui était Gaudin, soutient qu'il va falloir régler tout cela de manière radicale en soumettant les collectivités locales qui avaient la charge de l'entretien soit à un loyer, soit au versement d'une somme qui représenterait la valeur du bien occupé. Cette affaire vient au Conseil d'État, Napoléon étant présent. Apparemment, la politique de Napoléon, il est difficile de le dire, mais enfin, n'était pas celle-là. Elle était vraisemblablement de se débarrasser au maximum de tous les biens, les domaines nationaux invendus qui étaient affectés aux services, à certains services publics. On envoie des prémices dans deux décrets, l'un du 25 novembre 1808 concernant la ville de Bordeaux, où Napoléon est reçu magnifiquement par la ville de Bordeaux. On voit l'hôtel des Minimes, occupé par une prison et un commissariat de police. Il dit, dans ma munificence, je vous... Et puis, il y a le décret du 11 décembre 1808, transférant à l'université, et un décret qui a suscité, qui va être en conflit d'ailleurs avec mon décret de 1811, qui va transférer à l'université tous les biens qui sont occupés par des services d'enseignement, et Dieu sait ce que pouvait être l'hétérogénéité de ces biens. Et puis donc l'affaire vient donc devant le Conseil d'État, et pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais, Napoléon s'oppose. Il dit jamais je ne ferai payer les collectivités, jamais. Non, nous allons leur donner gratuitement les biens, et puis
naturellement, ils auront la charge de l'entretien, mais ils seront très reconnaissants que... Bien. Tout cela est d'ailleurs suivi ensuite, suivi très rapidement, alors là, d'un autre décret du 23 avril 1810. Donc, je vous rappelle, n'est-ce pas, là, on concède gratuitement aux départements, arrondissements, bon, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, c'est les arrondissements. Bon, les départements, vous le savez, c'est à partir de cette date, de ce texte, que l'on considère qu'ils peuvent avoir la personnalité morale, ou commune, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés par les services de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique. Ça se limitait là. Le décret du 29 avril 1810, qui va suivre, concerne les casernes et bâtiments militaires qui sont donnés en toute propriété aux villes où ils étaient situés, à la charge par celles-ci de les entretenir et d'en conserver la destination. Il faut dire que sous la Restauration, on suivra ce grand exemple avec une ordonnance du 5 août 1818 concernant les bâtiments affectés au ministère de la guerre de manière plus générale. Donc, ce texte apparaît tout à fait capital dans la mesure où il va déterminer la structuration de la propriété publique des deux grandes collectivités locales de l'époque, le département et la commune. Et donc, c'est déjà en ce sens que ce texte est tout à fait important. Mais là, il ne s'agit que de simple circulation des biens publics. Maintenant, il faut que nous nous intéressions au problème juridique que pose ce texte. Lorsque vous le lisez, et il avait évidemment sa rédaction faisait qu'immanquablement il allait susciter, disons, la réflexion. Je vous parlerai du contentieux tout à l'heure. Nous voyons d'abord qu'il s'agit de concessions gratuites. Qu'entendre par concession gratuite? Concession gratuite qui entraîne la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux. Qu'entendre par cette propriété? Et puis, tout de même, ces édifices et bâtiments nationaux, ils sont occupés par le service de l'administration, mais tout le monde sait que, à l'époque, même à l'époque, on considérait qu'occuper était synonyme d'affecter. Donc, là, vous aviez une triangulation tout à fait extraordinaire, puisque vous aviez une concession dont il fallait déterminer la nature juridique, l'affirmation d'une propriété des édifices et bâtiments nationaux, et puis l'affectation à un service qui, faut-il le souligner, pour la plupart, sont des services, non pas locaux, mais nationaux. Ce sont la charge de l'entretien est aux communes ou au département, mais tout de même les préfectures ou de la Monde Nouvelle, ce n'étaient pas des services locaux. Alors, c'est là où, à mon avis, le texte me paraît
tout à fait intéressant, parce que d'abord ce texte va susciter un contentieux assez abondant. Hein. Je fais alors là, le dépouillement systématique le bon, enfin pour le XIXe siècle, ça fait entre 60 et 70 arrêts du Conseil d'État, ce qui n'est même pas mince, sur des problèmes infinitésimaux. Hein. Là, c'est savoir si une cour d'un évêché a été transférée, si un escalier, et tout ça avec apparemment une vigueur judiciaire absolument étonnante, avec des conflits de compétences dont je vous ferai grâce, enfin, sauf lorsqu'ils nous intéressent, mais on sent très bien, et là c'est tout à la gloire de la régie de l'enregistrement, que la régie de l'enregistrement abandonnait une cour ou un escalier à une collectivité territoriale, c'est un problème capital. Alors prenons les choses par le début. Le premier problème, évidemment, c'est cette affaire, cette question de concession. Qu'est-ce qu'une concession au sens de ce texte? Le problème n'était pas mince, parce qu'il déterminait tout simplement des questions de compétence, et là, tout le monde s'acharne. Cette concession, je vais lui prendre le terme le plus neutre, c'est une dation, hein, au sens du droit privé. Alors, il y avait 4 options possibles. D'abord, on pouvait considérer que c'était un acte à valeur législative. Il y avait des raisons. Ce qu'ont soutenu les juridictions judiciaires pour pouvoir avoir la compétence sur l'interprétation et l'exécution du texte. Il y avait aussi la possibilité d'affirmer que purement et simplement, c'était des actes de droit privé, de simples actes de droit privé. C'était tout de même difficile pour une dation globale, enfin comme il y avait eu des dations individuelles, on pouvait s'interroger. La troisième option, c'était d'assimiler cette dation à une vente, et c'était une vente de domaine national, et à ce moment-là, tout cela relevait de la compétence du conseil de préfecture. Et donc, ça aurait été les conseils. Et puis, c'était d'en faire un acte de puissance publique, et là, évidemment, le Conseil d'État en connaissait en premier et dernier ressort. Alors, comment les choses se présentent, comment les choses se présentaient du point de vue, disons, du droit positif de l'époque. Il fallait revenir à la loi du 22 novembre, 1er décembre 1790, qui prévoyait que les domaines nationaux vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable ne peuvent l'être qu'en vertu d'un décret formel du corps législatif. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les domaines nationaux, puisque le domaine du cours était aliénable, mais aliénable sur autorisation législative. Le seul problème, c'est que cette application était impossible à tenir, comme on peut l'imaginer, et qu'avait succédé à cette loi 90
un nombre, enfin 5 ou 6 lois d'habilitation qui donc autorisaient le gouvernement et l'administration à vendre essentiellement, d'ailleurs, aux enchères. Mais je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Enfin, non, dans un instant. À tel point que le dernier texte, c'était une loi d'habilitation du 15 Floréal an 10, abandonnait au gouvernement et à l'administration la compétence de vendre tous les biens du domaine, qu'ils soient d'ailleurs nationaux ou autres. Et ce ne sera, pour la petite histoire, qu'en 1864 qu'on reviendra sur cette habilitation, au moins pour les immeubles qui ont une valeur supérieure à 1 million de francs. Bien. Donc, on aurait pu supposer que notre décret là, de 1811, il entrait dans l'habilitation. Ce qui gênait beaucoup, c'est que ce décret était un texte à valeur réglementaire et qu'une vente à valeur réglementaire, c'était tout de même un peu délicat à soutenir. Et puis surtout, il y avait une jurisprudence, tout de même que vous connaissez tous, constante, qui donnait au décret inconstitutionnel non attaqué dans le Sénat valeur législative, et donc notre texte pouvait avoir valeur législative. Le seul problème, c'est que les juridictions judiciaires ne manquaient pas de le souligner. Le seul problème, c'est que ça ne faisait pas l'affaire du Conseil. Ça ne faisait pas l'affaire du Conseil d'État qui voulait conserver évidemment la main sur le contrôle de cette redistribution des biens, comme les conseils de préfecture l'avaient eu pour la vente des biens nationaux. Je vous fais grâce des errements jurisprudentiels. La question sera définitivement réglée et d'une manière tout à fait intéressante en 1874 par le Conseil d'État dans un arrêt du 12 décembre 1874 qui concerne, c'est à peu près le seul contentieux qui ait une grande ampleur, savoir qui est le propriétaire du lycée Louis-le-Grand de l'État ou de la ville de Paris. Et si la jurisprudence avait erré, encore que la Cour de cassation avait considéré tardivement que c'était des actes administratifs par leur nature et par leur origine, le Conseil d'État avait examiné cette question, et plus exactement, ce qui me paraît tout à fait intéressant, ce sont les conclusions du commissaire du gouvernement, qui n'est autre que le célèbre David de l'arrêt Blancourt. Alors, la question, il va évidemment, dans
développement particulièrement obscur, éliminer l'idée que ces textes puissent avoir une valeur législative, et va réfléchir sur la nature de ces concessions directes. Et David va nous dire que ces concessions ne sont pas des ventes, elles entraînent une mutation de la propriété, mais que c'est un mode spécial d'aliénation du droit administratif, un acte de puissance publique caractéristique. Ce qui est donc disposition qu'il affirme être une qualification sui generis, ce en quoi il se trompe. Mais ça, c'est Macarel et Boulatinier, il n'avait pas lu Macarel et Boulatinier. Donc concession directe, c'est pas une vente de biens nationaux, bien que ce soit des biens nationaux, c'est pas un décret à valeur législative, non, c'est une concession directe, mode d'aliénation spéciale du droit administratif. Mais, alors, mais pourquoi? Pourquoi? Et là, David nous dit, mais l'opération de concession est indissociable du pouvoir d'affectation générale des biens de l'État au service public. Et c'est l'affectation qui domine. Ça peut vous rappeler un certain nombre, quelques arrêts futurs, hein. Et donc, c'est parce que la concession directe est le mode d'exécution, est indissociable, le mode d'exécution de l'affectation, et que ce pouvoir d'affectation est reconnu sui generis à l'exécutif, que tout ça fonctionne magnifiquement, évidemment. Et donc, c'est là le premier apport. Il reste que la jurisprudence laisse subsister, et c'est ce qui va troubler un petit peu parallèlement. Alors là, c'est sur la base de mon texte de 1811, mais laisse subsister des affectations contractuelles entre l'État et le département. Il reste que cette question de la concession avait été plus ou moins réglée bien avant, dès 1808. Alors ça, je tiens ça de Boulatinier, hein, qui cite l'avis, c'est assez. Le Conseil d'État avait reconnu, alors là vraiment en marge de toute la législation, la possibilité pour le gouvernement de céder sans condition, sauf à dire d'expert, les biens, l'ensemble des biens, enfin n'importe quel bien du domaine privé. Et c'est un avis du 30 mars 1808 qui n'aura été publié qu'en 1831, le dit Boulatinier, allez savoir pourquoi. Bien.
il reste que cette idée, effectivement, de maîtrise totale de l'exécutif sur les aliénations domaniales, vous les trouvez même dans mon décret du 29 avril 1811, parce que vous avez un dernier article, est-ce que je l'ai mis, du 9 avril 1811, il ne pourra être à l'avenir être disposé d'aucun édifice national en faveur d'un établissement public qu'en vertu d'un décret impérial. Donc il y a bien cette idée à la fois maîtrise des affectations et redistribution des biens. Donc c'est le premier rapport de notre texte. Le second apport, c'est évidemment la question de l'affectation au service public. Le décret, n'est-ce pas, d'avril 1811, vous dit qu'on concède gratuitement au département, actuellement occupé par le service de l'administration, des cours et tribunaux et de l'instruction publique. Donc le problème qui s'est vite posé, c'est de savoir si cette affectation du fait de cette concession était une affectation perpétuelle, si elle pouvait être révoquée, et puis tout de même savoir si cette affectation n'entraînait pas le passage dans la domanialité publique. Alors, quelles sont les conséquences de l'interprétation de ce texte, enfin des conséquences générales. Bon, on va liquider tout de suite la question de l'irrévocabilité de cette concession, de ces concessions. Elle ne fait aucun doute. Les concessions de 1811 sont irrévocables. La question s'est posée assez rapidement et notamment lorsque la loi du 5 décembre 1814 a prévu la restitution des biens nationaux aux émigrés. Il y en a qui ont revendiqué des mairies, des préfectures, voilà. Et on leur a dit que c'était trop tard. Donc, irrévocable. Et cela a été confirmé par le Conseil d'État de manière très nette en 1854. Donc, aucun doute, l'irrévocabilité est acquise. Le problème très vite qui se pose, c'est le lien, parce qu'on analyse la concession comme une vente,
c'est le lien entre concession et affectation. Parce que si la concession est irrévocable, le problème est de savoir si l'affectation l'est aussi. Et là, et c'est certainement l'un des progrès de notre engendré, l'un des progrès dans la conception du droit administratif, c'est de pousser, et singulièrement le Conseil d'État, à préciser ce qu'est l'affectation par rapport au statut du bien. Et comme vous pouvez l'imaginer, on va s'acheminer très rapidement, enfin assez rapidement, à une distinction, l'affectation étant un acte administratif unilatéral, de pure administration, évidemment, et irrévocable. Le tournant me paraît être un arrêt du Conseil d'État qui est lié indirectement à notre texte. C'est un arrêt du Conseil d'État du 9 février 1847, ministre des Finances contre Dame bénédictine de l'adoration du Saint-Sacrement. Ça, c'était une histoire comme on trouve au XIXe siècle. Louis XVIII avait concédé à une congrégation dont la supérieure était sa cousine un certain nombre de biens, c'était les anciens qui constituaient le temple et la tour du temple qui avait été rasée. Et on allait en faire une chapelle expiatoire. Et le texte, le décret, donc, qui est un décret de 1815, une ordonnance de 1815, prévoit que, d'une manière assez parallèle, prévoit que sont cédés gratuitement à la congrégation les constructions, emplacements qui demeureront affectés au service public. Le service public, je vous le dis, c'est là l'un des rares cas, c'est l'expiation. C'est l'expiation. Il faut dire que c'était en 1847, est-ce que c'est un clin d'œil pour Philippe Égalité? Enfin, Boulatinier vous explique ça de manière très sérieuse. Bien. Alors laissons cela de côté, mais évidemment, et ça c'est ce que l'on voit très vite quand on voit la jurisprudence périphérique, c'est que le décret de 1811 a un effet de contagion. C'est-à-dire que tous ceux qui bénéficient d'une affectation quelconque disent ah, donc, c'est comme le décret de 1811, on a le prochain. Et voilà ce que dit le grand Boulatinier. Parce que donc le texte, je dis, était cédé gratuitement. On pourrait le penser, savoir donc s'il y a aliénation véritable. Si l'on s'attachait uniquement au mot cédé gratuitement qui se trouve dans le texte. Mais on demeure convaincu du contraire. Et la pensée d'une simple affectation sans aliénation définitive se présente de suite à l'esprit quand on considère que l'immeuble cédé pour être affecté à l'établissement d'une communauté, de même qu'il avait été précédemment affecté au service du ministère des cultes. En principe, d'ailleurs, lorsqu'une concession est faite dans un but spécial et déterminé, la présomption n'est pas que la pensée qui a présidé à l'acte
soit une pensée d'aliénation, d'abandon, mais bien au contraire une pensée d'affectation, afin que le gouvernement puisse suivre et surveiller lui-même l'accomplissement des engagements pris par les concessionnaires. Tout concourt donc à établir que les ordonnances ne contiennent aucune aliénation, et que dès lors, il n'y avait pas lieu de suivre les formes prescrites par les lois en cette matière. Il reste on peut considérer que ce texte est tout à fait important, puisqu'il dissocie définitivement, concession d'affectation, et il fait de l'affectation ce que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire un acte unilatéral et discrétionnaire. Voilà un autre rapport du texte. La troisième question qui se posait, je crois que c'est la troisième question, c'est le problème du changement d'affectation. Qui était compétent? Est-ce qu'il y avait possibilité de changer l'affectation des biens qui avaient été concédés en 1800? Là, l'affaire est assez... la question est assez confuse. En réalité, elle va être réglée très tard, en 1910, mais il faut dire, je retrouve mon texte, que, il est là, auparavant, la loi l'ordonnance de 1818 concernant les casernes avait plus ou moins anticipé les choses. L'idée générale qui s'impose, c'est que, sachant que ces biens sont affectés à un service public, si le service public disparaît, par exemple le tribunal est fermé ou transféré, le bâtiment reste au département ou à la commune. C'est ce qu'avait réglé l'ordonnance de 1818 en prévoyant que les départements recouvraient la pleine propriété des casernes si, par suite de leur inutilité absolue pour le service militaire, elles étaient abandonnées par le département de la guerre. Pour la question de l'abandon, aucun problème, pas de grand problème. Le problème, c'était le déplacement, le changement d'affectation. Alors là, je dois dire que on a la jurisprudence, à un moment, s'est orientée vers l'affectation perpétuelle. C'est pas net, mais du fait des attributions. Et puis, en 1910, là les choses sont claires, les communes peuvent changer l'affectation, à condition évidemment que le service soit transféré ailleurs, donc c'est un transfert d'affectation. Reste le dernier problème, c'est de savoir comment régler les droits respectifs des communes et des départements et puis de l'État sur les biens grande affaire
comme vous pouvez l'imaginer. Alors, ce qui est évidemment à mettre au crédit de notre décret du 9 avril 1811, c'est, je dirais, la surévaluation, enfin, la mise en avant de l'affectation. Et donc de savoir quelle est la conséquence de cette affectation sur le régime des biens, et savoir si, évidemment, les départements et les communes sont pleinement propriétaires ou non. Et là va se dégager, déjà va se poser, à cause de ce texte, la question de savoir si l'affectation d'un immeuble à un service public est ou non constitutif d'une dépendance du domaine public. Alors, il ne fait absolument aucun doute, enfin, pour ce qui est de la doctrine du Conseil d'État, il y a peu d'arrêts, moi je n'en ai trouvé qu'un seul. Il ne fait absolument aucun doute que la doctrine du Conseil d'État, l'affectation à un service public, n'entraîne pas ça, la domanialité publique. Enfin, Macarel et Boulatinier sont tout de même des gens tellement représentatifs du Conseil d'État qu'on peut les croire. Mais la seule fois où la question s'est posée, c'était, ça a été en 1858 avec un arrêt du 22 avril 1858, département de la Corse. Alors c'était un cas, non, il n'était pas propre à la Corse, mais c'était un cas d'école. Il s'agit d'une forteresse militaire qui est implantée en Corse et qui contient qui, au sein de l'enceinte, contient une prison civile. Le département de la Corse fait valoir que, en vertu du décret du 9 avril 1811, puisqu'il s'agit donc d'une occupation, et cette prison civile existait en 1811, c'était donc un bâtiment national affecté au service de l'administration, au service pénitentiaire, et comme il payait les charges de fonctionnement du service, il disait, il nous faut, on revendique. Et le Conseil d'État dit, ben oui, mais le seul problème, c'est que la forteresse qui est affectée à la défense fait partie, du fait du Code civil, au domaine public. Et donc, le Conseil d'État nous dit que dès lors que cette prison civile est indissociable, pas détachable, pas une question d'accessoire, eh bien, la prison ne faisait pas partie des propriétés nationales restées à la disposition du gouvernement qui seules ont pu être concédées par le décret du 9 avril 1811. Donc, il fait absolument aucun doute, au moins dans ce texte, que le Conseil d'État, au moins
cette période, même après, parce que il y a des arrêts dans les années 1900 sur des bâtiments universitaires qui sont considérés comme faisant pas partie du domaine public, donc était resté à cette idée que l'affectation n'entraîne pas. Seulement, si on se retourne du côté de la jurisprudence civile, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est un arrêt que j'aurais dû avoir, et apparemment que j'ai oublié, de 1870, ou quelque chose comme ça, très bien, très bien, il est peut-être là, très bien motivé, concernant une préfecture. C'est le nom me revient, parce que c'est l'arrêt Savilly, un nom qu'on n'oublie pas, très bien motivé, qui explique que, c'est assez habile, que tous les immeubles affectés au service public, lorsqu'ils peuvent être substituables, ne peuvent pas faire partie du domaine public. Il faut des aménagements spéciaux qui n'en font plus une propriété privée. Mais évidemment, autour de ce décret du 9 avril 1811, la doctrine va imaginer que certaines dépendances peuvent faire partie du domaine public. Le premier s'est illustré en ce sens, à ma connaissance, c'est le prolifique Trollon, qui va inventer le fameux domaine public monumental. Quand le bien acquiert, et je pense par exemple à l'hôtel de ville de Paris, acquiert une consistance extraordinaire, eh bien, il est effectivement irréductible à une propriété privée. On ne voit pas quelqu'un habiter l'hôtel de ville. Pourquoi pas, et donc, et c'est sur c'est Trollon qui va ouvrir la brèche, qui sera suivi ensuite pour le domaine public monumental de Gaudry, dans son traité du domaine public. Et puis, évidemment, la question va s'élargir, à l'affectation à tout service d'intérêt général. Et le plus bel exemple, c'est Aubriero qui considère que les biens font partie du domaine public. Restent évidemment les irréductibles, et notamment Ducroc. Et Ducroc va utiliser notre décret du 9 avril 1811 en disant regardez, en toute propriété. Ça prouve bien que les biens n'appartiennent pas au domaine public. Il était bien obligé de dire ça parce que lui qui considérait que les biens ne pouvaient passer dans le domaine public qu'en vertu d'une disposition législative, comme le décret du 9 avril 1811 avait valeur législative, il était un peu embarrassé. Donc, voilà donc pour ce qui... pourquoi je considère que ce texte de 1811 est un grand texte du droit administratif et du droit
de manière. Alors me dira-t-on, bah oui, mais il n'en reste pas grand-chose, la filiation. Je crois que le problème, et ça c'est un problème général du droit administratif, c'est qu'on est trop attaché aux filiations lisibles. Hein. Déjà, sous les Mérovingiens, on avait l'expropriation. Tout ça, bon, c'est un défaut. C'est un défaut lié d'ailleurs souvent à la corporation des historiens qui veulent. Non, je dis ça. Hein, qui ont toujours. On fait du droit positif, même si. Or, la question n'est pas là. Et je crois que mon décret de 1811, c'est pour ça que je l'ai choisi, est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il a provoqué des réflexions, des raisonnements qui préparent le droit administratif moderne. Et c'est pourquoi je réaffirme, mesdames, messieurs, que c'est un grand texte. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure à titre introductif que ça allait préfigurer beaucoup de choses. Je ne pensais pas que, évidemment, ce serait à ce point-là, ce texte de préparation des raisonnements et des règles futures. Alors, je passe tout de suite la parole à la salle, car je me doute qu'il y a sans doute des questions. Alors, moi, c'est pas une. Je vais prendre la parole parce que personne ne veut. C'est pas une question, c'est une surprise. C'est à propos de la dissociation entre l'administrativité de l'affectation. Oui. Et le refus de considérer que le bien ayant fait l'objet de l'affectation tombe dans le champ du droit administratif. C'est-à-dire que le bien fait l'objet d'une affectation, donc d'un acte de puissance publique, et pourtant il peut rester dans le domaine privé. Pendant un temps, la portée de la puissance publique s'arrête à l'acte. Et c'est seulement après, il va falloir attendre des décennies pour que la portée de la décision d'affecter rejaillisse sur le régime. Comme si la décision d'affectation s'épuisait. Oui, elle s'épuise, effectivement, mais la décision d'affectation, tout de même, elle produit, comment dirais-je, implicitement l'improductivité du bien, ainsi, et aussi l'inaliénabilité. Parce qu'affecté. Parce qu'affecté. Oui, mais comme les biens militaires qui ne peuvent pas être vendus alors qu'ils sont dans le domaine privé. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, mais c'est une je dirais, un effet, une surévaluation de l'affectation, quoi. Mais après tout, c'est capitant, hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'affectation se suffit elle-même, elle n'a pas de répercussion sur le statut du bien, sur le statut du bien. Oui, mais je suppose qu'il devait quand même y avoir des problèmes plus importants à certains moments, quand il y avait beaucoup de biens qui se sont retrouvés désaffectés. J'imagine dans les années 20, avec la réforme Poincaré, on a fermé des quantités de tribunaux, de sous-préfectures, etc. Et donc là, les collectivités se sont retrouvées avec des masses de biens
dont elle devait toujours payer la contribution. Oui, oui. Ah ben oui, oui. Oui, oui. Les entretenir, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être plus de contentieux à ce moment-là autour de... Non, elles n'ont pas. Ces biens sont restés à la charge des... C'est ça, oui. La charge pour ces collectivités. Pour en faire... c'est ça, oui. Mais ça, les domaines n'ont pas revendiqué des biens de plus rien faire. Oui, mais est-ce que les collectivités n'ont pas voulu s'en décharger, du coup, après? Elles en ont certainement cédé, ça n'y a aucun doute. On n'a pas repéré de contentieux particulier. Non. C'est un peu sans histoire. Non. Oui. Il me semble que c'est la loi du 7 janvier 83 qui a fait passer, qui a transféré les locaux des cours et tribunaux à l'État. Alors est-ce que c'est vraiment la solution qui a été apportée à ce problème de charge des collectivités territoriales? Ah oui. Oui, c'est ça. C'est cette loi. Moi, je me pose une question. Est-ce que l'intention des auteurs du décret 1811 n'était quand même pas claire? Il n'y avait pas quelque chose qui était plus clair que ce que tu as dit là? Essayer de déceler. Qu'est-ce que tu vois comme clair? Il n'y avait pas une intention qui n'était pas très manifestée, où, en utilisant ces mots d'affectation, ces mots de concession en particulier, il n'y avait pas l'idée de les donner comme simplement, par exemple. Oui, mais ça c'est sûr. De les donner pour être affranchis des charges. C'est ça. Oui, c'est sûr, oui. Ah oui, non, mais ça, il n'y a aucun doute. Napoléon. Ça, oui, c'était... Oui. Oui, mais je pense que ça a du coup aussi à voir... C'était la période où on commençait à reconnaître les collectivités, mais certaines tâches spécifiques, parce que pour ces collectivités, cette charge a nécessité la mise en place de structures de gestion. Oui, mais alors, le grand problème, c'est que les charges financières, elles étaient antérieures. Ce sont des textes à partir de 1790. Alors il y a un texte, alors là qui est amusant comme tout, qui dit que pour les charges d'entretien des tribunaux, l'entretien des tribunaux est à la charge des justiciables. Donc il fallait l'interpréter comme étant en réalité les collectivités territoriales du lieu d'implantation. Alors j'ai la liste, elle est impressionnante. Je crois l'avoir là. Non, je ne l'ai plus. De toute façon, ce sont des textes, mais à la charge des communes, tout ce qui concerne les casernes, c'était dès les années 91-92. Alors les impôts locaux suffisaient pour couvrir ces charges qui étaient considérables quand même. Oui, mais c'était des dépenses obligatoires. C'est aussi la naissance de dépenses obligatoires. Hein? Alors, est-ce que c'était la question qu'on se posait avant-hier? Est-ce que la pleine propriété, est-ce que ça ne préfigure pas une idée de personnalité civile de la commune ou du département? Non, mais pour le département, il ne fait aucun doute, et ça, alors mais exactement, ça, Macarel et Boulatinier le disent, et alors c'est amusant, il y a un passage très drôle, parce qu'il dit, ah oui, vous savez, le département... Alors, il y a eu le problème de l'arrondissement. Alors, on a liquidé la question de l'arrondissement très vite, mais il y a le problème du département, et... Macarel et la commune, ça posait pas de problème. La personnalité, elle était même civile. Les communaux, quoi. Oui, mais en revanche, nous dire, s'étant troublé où a pu passer un texte
qui supposait la personnalité civile du département, et ça, elle est certaine, hein, il n'y a absolument aucun doute. C'est le texte fondateur. C'est celui-là. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça n'a aucun. Voilà, oui, oui. Et les réformes de 37, 38, il y a 18 déjà. Il y a 18, puis après il y a 31, 37. Pour les réformes des Oui, communes. ça c'est un élément important. Je pose une question d'ignorance. Quel était le statut des biens nationaux? Bah, le statut des biens nationaux, en principe, ces biens nationaux, dans la première philosophie des textes, c'était des biens détenus transitoirement par l'État. Et avec, justement, notamment, il y avait l'interdiction de les louer. Pour les faire redistribuer. Et les vendre. Oui, les vendre. Et les vendre, parce qu'en même temps, c'était lié à la monnaie. Faut pas oublier. Et ça a été le grand problème qu'il faudrait de Bonaparte et de Napoléon, c'est que faire de la masse invendable ou invendue. Et notamment, alors il en a fait des dotations, je me souviens, j'ai eu l'occasion de faire Tullard m'avait demandé de faire une communication sur la dotation, sur le régime de la Légion d'honneur. Et ça a été épouvantable. Alors là, vraiment, Napoléon a refilé dans la dotation de la Légion d'honneur tout un tas de biens nationaux, dont des églises. Hein? Ah oui. Alors il y avait des choses tout à fait intéressantes. Il y avait des mines en Sardaigne. Des mines en Sardaigne. Donc d'ailleurs, je me souviens, parce que je me suis fait vertement agressé par une personne qui était spécialiste des mines de Sardaigne. J'avais dit que ça ne rapportait rien, il m'avait dit que au contraire, c'était extraordinaire. Mais oui. Ah oui, mais ça a été la grande question. Il faudrait, c'est sûr que, mais faudrait savoir ce cas, parce que il y a tout de même quelque chose qui me frappe. Vu que Louis XVIII n'aimait pas les forêts, hein, n'aimait pas les bois, puisqu'il a fait vendre pour combien de milliers d'hectares, c'est extraordinaire, hein, de forêts en 1815 ou 1816 pour combler. Or, la dotation de la caisse d'amortissement, ça serait intéressant de voir ce qu'il y a, mais à mon avis, il devait y avoir beaucoup de rogatons. Oui, les bonnes choses avaient été très rapidement vendues. Alors, vendues, ça c'est certain. Hein. Les terres, des bâtiments, genre abbayes et autres, parce que les palais de Escopo avaient été conservés. Moi, je connais je connais l'un des exemples dans ma Touraine natale, bien national, le château Choiseul avait un palais à côté, je ne me souviens plus, à côté d'Amboise ou autre, et là, ça a été bien national, et il a fini en 1800, on a vendu les pierres. Hein.
Pardon? Cluny, c'est une carrière. Ah oui, c'est vrai. Cluny, il y avait des cailloux, oui, il y avait des cailloux. Bien. Une question. Oui. Ah oui, question. C'est pas une question, c'est une remarque parce que pour ma thèse, il y a très longtemps, on m'a rappelé tout très bien. Celle qui a été publiée. J'ai comprendre en personne publique, donc j'ai pas mal regardé ces histoires de concession à affectation. Et à partir du milieu du 19e siècle, c'est devenu une technique d'administration et une technique d'intervention de l'État d'une certaine manière. Il y en a deux qui sont caractéristiques, qu'on retrouve d'ailleurs publié in extenso dans un ouvrage trop lu qui est Le Berquier sur l'administration de la ville de Paris, et les lignes sur le droit administratif de Paris au 19e siècle. La première, c'est la concession du bois de Vincennes et du bois de Boulogne par l'État à la ville de Paris. C'est une loi qui porte concession et affectation et qui va être le support ensuite de toute la mise en valeur du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Et c'est pour ça que toutes ces folies, toutes ces propriétés, tous ces petits pavillons datent du Second Empire, mais c'est à la suite de la concession-affectation par l'État à la ville de Paris. Donc ça, c'est un support en quelque sorte je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais d'un transfert de charge, d'une part, mais aussi c'est une affectation future, parce que ce n'est pas l'affectation présente, c'est pour leur donner une destination de droit public, etc. Et puis, peut-être plus intéressant encore, c'est aussi le support qui sera utilisé, le support juridique qui sera utilisé pour le versement des voies haussmanniennes. Les voies haussmanniennes sont réalisées sous forme de concession-affectation à la ville de Paris, alors avec en plus tout un régime de répartition des charges de l'indemnisation des propriétaires expropriés. Et par conséquent, la concession-affectation, là aussi, c'est une concession-affectation future en vertu de ce qui résultera de l'expropriation, etc. Donc ça devient une technique d'administration à partir de la moitié du 19e. Et la Ferrière, d'ailleurs, en fait un des contrats administratifs par nature. Par nature. Pas d'autres questions? Écoutez, comme toujours, nous avons tout appris, c'était moral, un civil du département. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. La réalisation de l'ordre, comme on l'a dit, c'est extraordinaire. Donc nous vous remercions beaucoup pour cette intervention et nous vous donnons rendez-vous le mercredi de décembre. Celui-là, à peu près. Le 13. Le 13, mais... Non, il faut me le dire. Non, on va vous le dire, et surtout... c'est pour la salle. Ce que je sais déjà, c'est que interviendra ce jour-là Frédéric Rollin sur Romieux. Changement. Il y a un changement, Allez. parce que Romieux ne pouvait pas attendre. Et donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Frédéric Rollin. C'est le 18 décembre. Romieux, commissaire de gouvernement, le 18 décembre. C'est le 18. Probablement. C'est le 18. C'est le 18. C'est le 18. Et il va falloir qu'on trouve une salle. Voilà. Et une grande salle. Merci. Grande